On a beaucoup de plaisir de vous accueillir ici. Je profite puisque je vais très vite lâcher ma casquette de journaliste du Courrier, mais juste vous dire qu'on est ravis de vous voir aussi nombreux et nombreuses ce soir. Et puis qu'on vous souhaite, pour les personnes qui n'étaient pas encore là, la bienvenue aussi au nom du comité et de l'association du Courrier. Et donc voilà, on espère que cette discussion pourra se poursuivre sur les bases de ce qui a déjà été un petit peu tracé en première partie. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur un bon nombre d'éléments. Et puis vous redire encore une fois que le but de cette soirée, c'est que vous puissiez vous en emparer, c'est de créer un espace de discussion pour toutes les personnes, qu'elles soient professionnellement liées au monde des médias ou pas, lecteurs, lectrices, personnes qui ont de l'intérêt pour ce milieu. Donc vraiment, n'hésitez pas, on va essayer de régulièrement de vous donner la parole et puis de créer aussi un échange entre les personnes dans la salle et les personnes qui ont accepté de venir sur la scène aujourd'hui pour échanger. Je vais peut-être commencer par vous les présenter, ces personnes, ça paraît un bon début. À ma gauche, Alfonso Gomez, le seul grand argentier de cette soirée, finalement, pour la ville de Genève, donc ministre en charge des Finances, aussi de l'environnement et de l'agenda 21, où il y a aussi toute une série de mesures qui parfois découlent de cet agenda. À sa gauche, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Estival, donc, qui est là pour représenter l'association des éditeurs suisses, qui s'intitule Média Suisse. Et puis, si c'est... Pardon ? Suisse Romand, pardon. Oui. Bon, vous savez, la Suisse s'arrête un petit peu à la frontière du Rösti chez nous. Vous venez avec cette casquette donc, de représentant de l'association ce soir, mais aussi dire quand même que vous êtes directeur général du groupe ESH Média, qui compte notamment parmi ses titres Le Nouvelliste, La Côte ou Arc Info. Qu'est-ce que vous êtes ? Je sens votre regard. J'étais le directeur général du groupe ESH Média. J'ai transmis le flambeau à Sébastien Hersan le 31 décembre 2023. Pour me consacrer à d'autres projets personnels, mais je suis encore au conseil d'administration du groupe. Voilà. Formidable. Et je voulais remettre... Alors, il faudra mettre à jour votre site internet aussi. Non, je rigole. Alors, le mien ou celui du groupe ? Celui du groupe. D'accord, je passerai le message. Merci. Et puis Serge Gumi, donc vous êtes ici en tant que directeur de Saint-Paul Média, qui est le groupe principal dans la presse fribourgeoise et qui représente notamment le titre La Liberté, mais aussi La Gruyère, peut-être parmi vous certains connaissent. Et vous avez été auparavant rédacteur en chef de La Liberté, donc un titre que vous connaissez particulièrement bien. Cette fois, je ne me suis pas trompée ? Ah mince ! Notre site internet était à jour. Ouais. Alors, vous constaterez qu'on a une personne qui n'est pas présente et qui était annoncée, Madame Nathalie Fontanet, donc conseillère d'État, qui est retenue par la Commission des Finances. Voilà, malheureusement, on est passé après. C'est dommage parce que je pense que vous auriez eu plein de questions à lui poser, moi aussi. Mais on va quand même essayer de faire avancer la discussion. Et puis, finalement, les absents et absentes ont toujours tort. On ne va pas se mentir, ce n'est pas tout à fait un hasard si on se retrouve aujourd'hui. Bien sûr, la question de la crise médiatique, de l'évolution du paysage médiatique, c'est presque un marronnier. Il me semble que régulièrement, on y revient. Mais évidemment, à Genève, on a connu très récemment des rebondissements plus particuliers liés au titre de la Tribune de Genève, qui est évidemment un titre phare dans le canton. Et c'est quand même un petit peu pour ça aussi que tout d'un coup, tout le monde s'est mobilisé, tout le monde se sent concerné par cette thématique, notamment dans la sphère politique, et on ne peut que se réjouir de cet élan-là. On vous a entendu, entre autres, Monsieur Alfonso Gomez, prendre la parole au moment des annonces de Tamedia pour marquer votre désapprobation, votre surprise, peut-être. Aujourd'hui, je vous laisse peut-être commencer. C'est quoi votre sentiment par rapport à, disons, à la réalité médiatique à Genève aujourd'hui ? Bon, c'est d'une façon générale. On vit une époque, je n'ai pas besoin de la décrire, où on a nécessité aujourd'hui d'être correctement informé, de savoir quelles sont les sources, des sources fiables, des sources sérieuses, des sources indépendantes. Et on le voit tous les jours que, évidemment, face aujourd'hui aux réseaux sociaux et au déferlement de fake news que l'on a,
ça devient une question, je dirais, de salubrité publique, en fait, de politique publique. Et c'est ça peut-être aujourd'hui le déclic que provoque la crise de la tribune. C'est pas nouveau, hein. On sent depuis longtemps voilà, que la presse a un certain nombre de difficultés. Mais il y a cet autre phénomène en parallèle, c'est-à-dire cet affaiblissement de la presse indépendante, de la presse fiable, de la presse sérieuse. Et là, elle est accompagnée par ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Et c'est ça l'urgence. Parce qu'elle n'est pas anodine. Hein. Je vous passe évidemment les élections aux États-Unis avec accompagné du patron de X, mais également ce qui se passe d'une façon générale en Europe et les informations qui circulent à un moment donné sur les réseaux sociaux. Donc c'est indispensable et c'est une question de survie même pour nos démocraties. On est là pour aussi esquisser des solutions, ou en tout cas des pistes de réflexion. Je vous passerai la parole, je vous le promets tout de suite après, mais je voudrais juste un petit peu vous entendre parce que finalement, des grandes déclarations politiques pour dire la presse c'est important, la presse c'est un enjeu démocratique, on en a quand même régulièrement. On a connu à Genève la disparition de la Suisse. Enfin, moi, je ne l'ai pas très très bien connue pour être tout à fait honnête. Mais paraît que ça a quand même été un sacré séisme. On a aussi des annonces sur le départ de la RTS à Lausanne. Enfin, systématiquement, des déclarations politiques pour dire que c'est un scandale, on en a, mais ensuite, on en fait quoi concrètement ? Alors, c'est la question. C'est la question, il n'y en a pas d'autre. Oui, on a reçu les responsables d'État média, on leur a dit mais vous êtes méchants, ça ne va pas, etc. La liberté, enfin la pluralité, etc. Mais ce n'est pas ça. Enfin, bien sûr, il faut protester et il faut dire qu'on n'est pas d'accord. Et une fois qu'on a dit ça, eh bien, il y a la suite. Et la suite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on part du principe que cette question, elle est fondamentale, une question de survie de nos sociétés, que c'est une question de politique publique, eh bien, ça veut dire que les pouvoirs publics doivent évidemment s'investir. Alors, j'ai suivi évidemment avec très grand intérêt le débat de tout à l'heure. On aura l'occasion d'y revenir. Évidemment, M. Barr disait, bon, l'intendance suivra, c'est sûr. Il y a un certain nombre de critères qu'il faut émettre. La question de l'indépendance, enfin, voilà. Comment est-ce qu'on va redistribuer cette aide ? Mais cette aide, elle doit être publique. C'est-à-dire que les pouvoirs publics, aujourd'hui, doivent s'investir. Et je pense que nous devons nous réunir. Moi, j'en appelle là à des sortes d'assises. Alors, il ne faut pas les faire dans 6 mois. Enfin, peut-être pas des assises, parce que c'est un terme qui est galvaudé, mais très rapidement, se mettre autour de la table et de dire, OK, on a fait des grandes déclarations, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est là que les Athéniens vont s'atteindre ou pas s'atteindre, en réalité. Aujourd'hui, c'est dommage, parce qu'on ne peut pas parler des gens absents, mais très bien, il y a des propositions qui sont sur la table aujourd'hui. On entend déjà des partis politiques dire « Ah non, mais on ne va pas mettre de l'argent ». Alors, si on ne met pas de l'argent, qu'est-ce qu'on fait ? Au moins, on crée une législation. Alors, quelles sont les propositions ? Moi, je dis très clairement, aujourd'hui, si nous voulons avoir une presse, encore une fois, indépendante, sérieuse, les pouvoirs publics, aujourd'hui, doivent mettre la main à la pâte, bien sûr, et au porte-monnaie, bien entendu, et surtout se préoccuper de ce phénomène, parce que, encore une fois, je le répète, c'est un phénomène de survie de nos démocraties. Peut-être avant de rentrer plus pratiquement dans des solutions, dans des pistes qui ont ici été dessinées en partie tout à l'heure, je propose qu'on replace peut-être un petit peu un cadre, parce que finalement on parle d'aide, d'une aide peut-être publique, peut-être pas, mais toutes ces questions-là, elles sont aussi débattues évidemment à des niveaux qui dépassent largement la ville de Genève ou le canton de Genève. Et puis il y a quand même un cadre peut-être important à replacer au niveau des discussions en cours au niveau fédéral. Oui, peut-être je vous laisse prendre la parole, Stéphane Estival, si vous voulez bien, pour un petit contexte des enjeux aujourd'hui, de qu'est-ce qui est finalement sur la table quand on parle d'aide à la presse déjà au niveau fédéral, peut-être, pour qu'on soit tous sur le même point à ce moment. Merci pour la question. Justement, je voudrais replacer un peu la discussion de tout à l'heure. À mon avis, il faut distinguer 2 choses, les aides directes et les aides indirectes. Les aides directes, elles sont de deux. La réflexion, elle est de 2 natures. La nature ou la dimension fédérale, et là, comme ça a été dit, je crois, tout à l'heure, c'est une problématique qui sera, si on veut une réflexion dans ce sens-là,
réflexion plus globale, c'est une problématique à 10 ans au minimum par rapport à la question de l'aide directe au niveau fédéral. Si on n'est pas au niveau fédéral, au niveau privé, au niveau cantonal, au niveau communal, là effectivement des pistes, des réflexions peuvent être engagées. C'est, je pense, un domaine d'action plus libre. À côté de ça, il y a les aides indirectes à la presse. Aujourd'hui, donc une aide indirecte à la distribution postale. Et vous le savez, en ce moment, il y a des débats qui sont très bien engagés au niveau du Parlement, puisqu'on a une extension, un projet d'extension de l'aide indirecte à la distribution. Et je vais vous rappeler quelques chiffres. Alors aujourd'hui, l'aide à la distribution postale est aidée à hauteur de 30 millions. Donc elle serait augmentée de 15 millions. Une aide à la distribution matinale serait créée à hauteur de 30 millions. Donc ce paquet d'aides, donc plus 45 millions, a été validé fin septembre par le Conseil national, avec une décision politique. Le Conseil national a décidé de rogner sur l'aide à la presse des associations et des fondations. Donc aujourd'hui, ce paquet, qui coûterait plus de 25 millions au budget de la Confédération, arrive aux États. Et il arrive aux États dans 10 jours, je vais faire simple, dans 10 jours, et puis après, en plénum, dans 3 semaines. Aujourd'hui, on ne sait pas si ce paquet va réussir à passer, sans jeu de mots, en l'état, plus 25 millions, ou s'il va être remis en question. Voilà. On sait en revanche qu'il y a une vraie problématique budgétaire. Vous connaissez la thématique du frein à la dépense. Donc quand je vous entends dire qu'il faut une mobilisation politique, moi j'en appelle à cette mobilisation politique. Si on n'arrive pas à trouver 25 ou 45 millions pour apporter un ballon d'oxygène essentiel à la presse aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment un problème de prise de conscience. Je vais vous donner un ordre de grandeur pour le courrier. Si ce paquet passe, pour le courrier, le jour où il sera mis en œuvre, alors on ne sait pas si ça sera le 1er juillet 2025 ou le 1er janvier 2026, ça dépendra de ce qui va se passer au Parlement, mais mettons 1er janvier 2026, selon mes calculs, je suis prêt à les partager avec les représentants du courrier, c'est plus 200 à 250 000 francs par an. Donc là, moi je suis dans le concret. Et aujourd'hui, cette mobilisation, elle va nous amener à faire passer ce paquet. Donc c'est pour ça que je rejoins la mobilisation, je rejoins aussi le sentiment d'urgence. Et l'urgence, elle est déjà là. Après, il y a d'autres discussions. Tout ce qui a été dit est tout à fait pertinent tout à l'heure. D'autres discussions sur une réflexion plus globale, sur des aides, d'autres formes d'aide. Mais déjà, il faut arriver à faire passer ce paquet. Donc premier message. Peut-être rebondir, c'est intéressant d'avoir aussi des points de comparaison de comment les choses peuvent un petit peu s'articuler. On sait qu'en Suisse, on ne fait jamais d'un canton à un autre la même chose, mais en même temps, c'est tellement important de s'inspirer et de ne pas toujours vouloir réinventer la roue. Peut-être, est-ce que vous seriez d'accord, Serge Gumi, de nous partager un petit peu la réalité fribourgeoise et ce qui a pu se faire, parce qu'il y a eu des initiatives évidemment de soutien qui se sont construites, et puis pour qu'on puisse aussi un petit peu discuter de ce qui se fait ailleurs. Alors d'abord, je comprends le sentiment d'urgence. Pour être très franc, je m'en étonne un petit peu à entendre certaines déclarations de politiciens genevois. J'ai l'impression de revivre ce que nous vivions sur la tombe de l'hebdo. Vous vous souvenez de cette manifestation à Lausanne alors que l'hebdo était condamné à mort. Et j'ai l'impression que quelque part, on tombe des nues alors que la crise structurelle de la presse, elle est là. Et les propositions pour l'instant qui ont été avancées me laissent un peu dubitatif. L'ordre de grandeur des chiffres fait que l'urgence elle est fédérale, comme Stéphane Estival l'a dit, et que les cantons ou les villes s'inscriront de manière complémentaire, subsidiaire à ce que fera la Confédération. Le véritable enjeu, il est au niveau fédéral. D'abord, augmenter les moyens selon des dispositifs qui existent, et puis réfléchir ensuite. On peut réfléchir à une aide directe, à la création d'une redevance médiatique qui viendrait en complément ou disons remplacer la redevance SSR. Mais ça prendra tellement de temps, il faut agir maintenant, au niveau fédéral d'abord.
Dans les cantons, il y a aujourd'hui des initiatives qui sont prises, des dispositifs qui existent. C'est le cas du canton de Fribourg, c'est le cas également du canton de Vaud. À Fribourg, d'abord, peut-être particularité, l'entreprise que je dirige a une participation minoritaire de 2 entreprises, la Banque cantonale de Fribourg et le groupe E, fournisseur en électricité. Ces 2 entreprises sont d'abord entrées dans le capital action de la Liberté, et puis au moment de la fusion des sociétés de médias du groupe Saint-Paul dans une seule société Saint-Paul Média, elles sont devenues de fait également actionnaires minoritaires de la Gruyère, de la Broye et du Messager. Qu'on se comprenne bien, les flux financiers sont allés de ces entreprises aux propriétaires, qui sont les sœurs de Saint-Paul. Celles-ci ont vendu d'abord 1/3 de la Liberté, puis un 2e tiers. Ces entreprises ne m'amènent pas tous les 2 janvier une mallette pleine de billets en me disant « Gumi, tu fais tourner la boutique pour cette année ». Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je dirais même que certaines années, il est arrivé que la Liberté verse un dividende modeste, symbolique, mais verse un dividende à ses actionnaires, y compris ses actionnaires minoritaires. En revanche, l'immense avantage de ce système, c'est d'ancrer le centre de décision à Fribourg. Mes actionnaires, ils sont derrière mon bâtiment, les Sœurs de Saint-Paul, ou ils sont au bout du grand boulevard de Pérolle. Fribourg est une toute petite ville, la Banque cantonale, ou un petit peu plus loin le groupe E. Donc il y a une proximité, une connaissance du terrain et du rôle social joué par nos journaux qui fait que ces entreprises ont un intérêt à maintenir la viabilité respectivement des journaux de qualité dans un tissu qui est encore très densément peuplé au niveau médiatique. Le canton de Fribourg a cette chance-là. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, intervention des pouvoirs publics. D'abord, durant la crise Covid, l'État de Fribourg a assumé la moitié des pertes publicitaires des différents médias par rapport à l'année 2019, et ce sur 2 ans. Il est évident que, alors que nous connaissions une crise extrêmement grave, ça a constitué un airbag franchement extrêmement précieux. Ensuite, il a dû produire un rapport à l'initiative du Grand Conseil. Et pour être très franc, on sentait que le Conseil d'État n'avait pas envie, il avait, dans une situation d'urgence, fait le job, il estimait en avoir fait suffisamment, il ne voulait pas agir. Et puis, la seule mesure, il a produit un rapport sur la base des chiffres que nous lui avons fournis, une radiographie très complète et très honnête de la situation des médias fribourgeois, dont l'état économique était décrit comme fragile. Simplement, dans les mesures concrètes, la seule mesure, c'était l'organisation d'une table ronde. On en a fait une, et puis en perspective de la deuxième, on s'est réunis les 3 entreprises de médias qui avons l'avantage d'être 3 entreprises indépendantes, avec le centre de décision à Fribourg, et on s'est dit, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Donc il faut que nous arrivions, nous, avec un catalogue de propositions et pour alimenter la discussion. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très, très important. Il faut que les médias apprennent à faire de la politique, qu'ils s'investissent, qu'ils n'attendent pas du politique qu'il apporte, lui, les solutions, mais qu'ils tentent d'arriver avec des solutions qui puissent convenir à des situations qui sont un peu différentes. Je conviens qu'à Genève, c'est très difficile. Comment voulez-vous que la Tribune de Genève puisse monter un dossier commun avec le Courrier et le Temps, alors qu'elle doit en référer à Zurich? Je comprends bien que la situation de Genève... On l'a vu en première partie, c'était pas évident de tracer des lignes communes. Ça, j'en conviens. Mais mis à part ça, on doit apprendre à faire de la politique et arriver avec des propositions. Et puis, il faut être honnête. La mesure phare que nous proposions, très clairement, c'était une aide directe à la transition numérique, selon un système qui faisait que les plus petits titres, à qui la transition numérique coûte plus cher, seraient davantage soutenus que les plus gros. Force est de constater, à Fribourg comme ailleurs, qu'une aide directe est aujourd'hui considérée comme un tabou politique absolu. Ça ne passe pas et il faut se faire une raison. Ce n'est pas encore mûr, ça viendra peut-être, mais ça n'est pas encore mûr. Et il y a d'autres mesures qui ont été décidées, des mesures indirectes, la prise en charge de la moitié du coût de l'abonnement à Keystone ATS, un poste de travail pour la liberté, le soutien à des projets en matière de transition numérique. Nous pouvons présenter des dossiers qui peuvent être soutenus jusqu'à concurrence de 30% du dit projet, 150 000 francs montant maximum. C'est quand même substantiel. Et puis il y a également des mesures liées à la médiation scolaire qui ont été décidées. Pour l'instant, on n'en a pas vu la couleur. On ne sait pas comment ça va fonctionner. Mais sur des mesures, sur l'élaboration de supports pédagogiques, respectivement sur des mesures de médiation scolaire, le journal à l'école, des visites de classe dans les rédactions, respectivement, la visite de journalistes ou de dessinateurs de presse dans les classes. Là, il y a aussi des mécanismes financiers qui ont été mis sur pied.
On ne connaît pas encore comment ça va fonctionner pour ces 2 dernières mesures. Mais enfin, il y a des mesures concrètes aujourd'hui qui existent et qui mériteraient, je pense, d'être analysées. Ce n'est pas des montants qui vont sauver la presse, hein, entendons-nous. Mais si Genève veut agir, qu'il commence par radiographier ce qui se fait dans le canton de Vaud, ce qui se fait dans le canton de Fribourg. Et je pense qu'on pourra gagner pas mal de temps comme ça. Alors peut-être, je me permets de faire une petite parenthèse sur quand même ce qui se fait aujourd'hui dans le canton et en ville de Genève pour soutenir les médias. Peut-être, je peux vous laisser commencer, Alfonso Gomez, si vous voulez bien, de faire un petit point sur les mesures qui existent. Et après, je me permettrai aussi d'interpeller un petit peu l'État. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais j'en ai 2 pages. Mais franchement, alors faites-nous une synthèse. Je trouve que c'est pas le fond du problème. Je peux vous dire, bien sûr. On donne des bourses, effectivement, pour monter un certain nombre de projets. Alors c'est 15 000 francs par-ci, 15 000 francs par-là. On a des projets. Je dis pas que c'est pas important. Je dis que par rapport à la crise qu'aujourd'hui nous vivons, il faut aller au-delà. Évidemment, la taxe d'empiètement, par exemple, du domaine public pour les cassettes à journaux, elle est offerte à titre gracieux. Bien. On développe également toute une série de partenariats ciblés. Tout ça, c'est important. On a également tout un partenariat sur la numérisation de la presse régionale. Mais vous l'avez dit très bien tout à l'heure, le problème, il ne date pas d'aujourd'hui. C'est un problème qui est un problème structurel. Sauf qu'aujourd'hui, on se trouve en plus dans une situation historique qui est beaucoup plus grave que ce qu'a peut-être connu à un moment donné le journal La Suisse. Et donc, aujourd'hui, les mesures qui sont nécessaires, elles vont, à mon sens, au-delà des mesures que nous prenons. Alors, on parlait tout à l'heure, il faut que les entités publiques prennent des abonnements. Je n'ai pas le chiffre exact, mais je crois que ça atteint 150 abonnements sur l'ensemble, en tout cas, de la ville, parce que si vous comptez la Tribune, le Courrier et le Temps, ces 3 journaux, quasiment tous les services ont au moins un abonnement de chacun de ces titres, plus évidemment tout ce qui est dans les bibliothèques, etc. Donc on arrive à un chiffre relativement conséquent. Et évidemment, il faut continuer, évidemment, il faut favoriser ça. Mais je pense que, et vous l'avez dit, vous avez raison, pour moi, le problème, il est structurel. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas de solution toute faite, et sinon, peut-être qu'elle aurait déjà été expliquée ou présentée par d'autres. Mais je pense que là, je vous rejoins, il faut se mettre autour de la table. Pas seulement les entités publiques, pas seulement les journalistes, peut-être aussi le privé également, pour savoir, OK, qu'est-ce que l'on veut? Quel type de presse aujourd'hui l'on veut? Est-ce que l'on veut sauver cette presse ou pas? Et par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez cité les 2 propriétaires en quelque sorte. Alors, minoritaires. C'est pas l'État, mais c'est des entités parapubliques. Donc quelque part, il y a, alors c'est pas tout à fait la même chose. On peut aussi demander à la Banque cantonale genevoise, qui appartient en partie au canton et principalement au canton et à la ville, d'investir là-dedans. On peut demander également au SIG. Peu importe. La question, c'est pour moi la plus fondamentale, c'est de savoir. Est-ce que les entités publiques, parapubliques, est-ce que la société civile, est-ce que l'on veut ou pas sauver cette presse? Et à ce moment-là, effectivement, on va trouver, vous le disiez très bien tout à l'heure, on va trouver les moyens. J'ai vu qu'il y a des propositions qui sont présentées au Grand Conseil qui disent faisons un fonds de 10 millions, certains s'offusquent. Alors je ne sais pas si c'est 10 millions, si c'est 5, si c'est 7, j'en sais rien. Mais pour des budgets comme celui du comté de 10 milliards, est-ce que ça vaut la peine ou pas finalement d'investir dans cette politique publique qui est fondamentale? Donc oui, les mesures, il faut continuer à les faire, mais c'est, excusez-moi du terme, et pourtant nous on le promeut et la ville fait beaucoup, mais c'est pas suffisant, c'est pas ça. Moi, j'ai une question à vous adresser à tous 3, parce que finalement, on a eu ce débat en première partie qui s'est un petit peu scindé sur pour ou contre l'aide directe. Il y a eu un petit peu des positionnements par rapport à cette question posée en ces termes. Moi, elle m'interroge un petit peu cette question, parce que finalement, aide directe ou aide indirecte,
Alors on conçoit, hein, on comprend l'idée, il y a un intermédiaire, l'argent n'est pas versé directement d'une collectivité publique à un média, mais enfin pour beaucoup des médias aujourd'hui, cet argent est d'une manière ou d'une autre nécessaire et impliqué dans les budgets. Donc est-ce que vraiment ça a du sens de réfléchir en termes de direct ou indirect en disant attention, la ligne rouge de l'aide directe, c'est l'indépendance des médias, comme si aujourd'hui il n'y avait aucune tension à ce sujet? Moi je pense que le débat il est très politique. Ça veut dire qu'il est important, mais il est aussi assez philosophique. Parce que, comme l'expliquait Serge, refuser qu'un projet de numérisation soit mis en place parce que ça serait assimilé à de l'aide directe, mais en revanche, accepter les autres mesures. Moi, le distinguo entre l'aide directe et l'aide indirecte, je ne vois pas trop la différence parce que dans les deux cas, ça vient du même émetteur. Donc c'est une discussion, à mon avis, qui est très sensible parce que très politique. Maintenant, il y a une deuxième question, c'est la question de l'indépendance. Ça, alors bien évidemment, plus l'aide vient est proche du média, plus la question de l'indépendance peut se poser. Mais c'est une question aussi, et on voit dans certains cas que cette question, elle est parfaitement gérée. Je pense que c'est le cas à Fribourg. Moi, je pourrais vous donner aussi le tout petit cas du journal La Côte qui bénéficie d'une aide de la ville de Nyon et sans aucune ingérence sur le plan rédactionnel. Et donc ça dépend des cas, mais ça dépend des cas et ça dépend des gens. Tout à l'heure, on disait ça dépend de la capacité de la rédaction à tenir bon. Ça dépend aussi de l'intensité des éventuelles pressions que veulent mettre les politiques. C'est une question, mais ce n'est pas une question taboue. Et en plus, comme il y a d'autres pressions, les journaux passent leur temps à être soumis à des pressions. On ne parle pas de la pression des annonceurs, mais on est sous la pression des annonceurs. Donc, oui, c'est un sujet sensible, c'est un sujet politique, mais je pense que ce n'est pas un sujet tabou et rédhibitoire. Serge Gumi, vous vouliez réagir ? À titre personnel, je trouve que ce débat sur aide directe, aide indirecte, c'est le débat c'est la querelle sur le sexe des anges. Voilà. Simplement, après, dans le débat politique, il faut juste mesurer à quel point c'est encore une barrière et ça empêche toute faisabilité d'un projet qui irait dans ce sens-là. C'est par pur pragmatisme que je vous le dis. C'est vrai que pour beaucoup de gens, et pas seulement des gens de droite, hein, y compris au centre-gauche, même certaines personnes à gauche, d'imaginer que l'État, même avec des mécanismes, des pare-feux entre deux, viendrait à financer directement ou presque directement les médias, fait craindre une perte d'indépendance, alors même, comme l'a dit Stéphane Estival, que cette indépendance peut être mise en danger par des annonceurs, par des vagues de désabonnement de gens qui ne partageraient pas vos idées. Donc si le journal ne bénéficie pas d'une assise financière suffisamment solide, il est susceptible de subir toutes sortes de pressions, et pas seulement celle de l'État. Il faut évidemment mettre sur pied des pare-feux, et je pense aussi qu'il faut qu'on soit conscient que ça dépend beaucoup des personnes et de la manière de gérer les choses. Je vous ai parlé de la participation minoritaire de Groupe E et de la Banque cantonale de Fribourg. J'ai eu à plusieurs reprises un débat homérique avec Pierre Rucci, qui, dans ses activités de journaliste, a enquêté, et Dieu sait si ces enquêtes étaient retentissantes, sur la Banque cantonale de Genève. Et il me disait, mais Serge, jamais je n'aurais pu faire ces enquêtes-là si d'aventure la BCGE avait été actionnaire minoritaire de la Tribune de Genève. Je comprends bien le danger. Il se passe qu'à Fribourg, alors nous avons parfois des explications de texte avec les responsables de ces entreprises, mais ça se passe après publication, et ça se passe souvent longtemps après publication, mais ça tient aussi à la personnalité de dirigeants qui sont d'une part empreints du rôle de service public joué par nos médias, et qui savent aussi pertinemment qu'ils sont guettés, et que si d'aventure ils donnaient simplement l'impression de vouloir prendre influence sur les médias, on le leur reprocherait très très vite. Mais ce risque, il existe. On voit ce qui se passe en France quand des médias appartiennent à des grands groupes industriels. Et puis il ne faut pas se le cacher aussi. Le fait que le groupe E soit actionnaire minoritaire de nos médias, à chaque fois que nous écrivons un papier sur le débat autour des éoliennes, qui est très vif dans la région, hein, eh ben, on nous accuse d'être à la solde du groupe E. Et pour les opposants aux éoliennes, ben, voilà, cette fois-ci, c'est acquis.
les journaux du groupe Saint-Paul, parce qu'ils sont propriété minoritaire du groupe E, ils sont vendus à la cause et ça, c'est un risque d'image que vous ne pouvez pas empêcher. Cela dit, dans des pays extrêmement libéraux, il existe des mécanismes d'aide directe avec des commissions qui répartissent les moyens de l'État sur la base de critères objectifs, c'est le plus important. Ce qui se fait en Scandinavie, pourquoi ce ne serait pas possible en Suisse? Il faudra qu'on me l'explique. Mais est-ce qu'il n'y a pas finalement une forme un petit peu d'hypocrisie justement autour de cette question de l'aide directe? On dit non, on remettrait en question l'indépendance des médias en l'envisageant sous cette forme-là, alors que dans la réalité, il y a déjà des liens entre les collectivités publiques et les médias qui passent par des annonces, qui passent par d'autres formes de soutien. C'est un peu hypocrite de faire ce débat politique sous cette forme-là. Moi, j'ai plutôt confiance dans les journalistes. Et je ne nie pas qu'il n'y ait pas de pression, bien sûr. Et qu'un certain nombre de groupes de presse, à un moment donné, ils ont une information qui va plutôt dans un sens que d'une façon générale. Et même si parfois on n'est pas content, moi le premier, parfois j'ai des articles qui me disent non, j'aimerais bien prendre le téléphone et dire au rédacteur en chef, ça ne va pas. Mais je crois que d'une façon générale, les journalistes, en tout cas moi, j'ai assez confiance aujourd'hui. Et si je le dis, c'est pas pour passer de la pommade ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, on le voit. Il y a certains exemples de groupes ou de journaux qui ont reçu de la pression à travers la publicité, parce qu'ils avaient une pression sur la publicité, puis finalement, la rédaction a dit tant pis quoi. Et le groupe a même menacé de retirer, chose qu'il a fait très temporairement, la publicité. Donc après, j'entends bien, je vois bien entendu, c'est quelque chose de nouveau et la conduite du changement de cette politique publique va nécessiter toute une série, comme vous l'avez dit, d'éléments pour assurer ou en tout cas limiter cette impression qu'il peut y avoir ingérence, en tout cas du politique, dans la presse. Et je pense que l'exemple d'Aventus, la fondation qui a le temps, est un bon exemple. Et en tout cas, elle doit nous servir d'inspiration, même si on peut le faire un peu différemment. Parce que après, il faudra évidemment définir quel type de presse. Quand je dis ça, c'est on va pas évidemment aider une presse comme Tamedia qui fait par ailleurs des bénéfices. C'est-à-dire Tamedia, TX a retiré la partie la plus rentable du groupe, la publicité par exemple, et un peu laissé à l'abandon la structure Tamedia qui s'occupe du groupe de presse. C'est un choix économique qu'elle a fait et qui amène la crise aujourd'hui, accentue en tout cas la crise du journal. Donc voilà, il y a un certain nombre de critères qu'il faudra qu'on discute ensemble, enfin quand je dis on, c'est-à-dire et le politique et le privé et les journalistes pour assurer cette indépendance. Donc moi j'ai pas peur de ça. J'ai pas peur que parce que c'est de l'argent public, il y ait perte d'indépendance. Je dirais même, et je finis par là, que c'est le contraire. Parce que quand je vois aujourd'hui les procédures de dépenses de l'argent public, eh bien ces structures qui sont souvent public, justement, les livres sont ouverts, les discussions se passent dans des commissions, enfin les discussions sont souvent à non plus finir, pas seulement sur l'aide à la presse, mais pour n'importe quelle subvention, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus explicite souvent qu'une aide d'une fondation, par exemple, qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc, de ce côté-là, moi, j'ai pas de crainte. Peut-être sur la question de la fondation, on a parlé d'Aventinus un petit peu tout à l'heure. Il y a aussi eu ce projet socialiste qui remet sur la table la question d'une fondation de droit public. Pour vous, la fondation, est-ce que c'est effectivement un intermédiaire ou un pare-feu qui est intéressant? C'est une piste à creuser ou bien c'est un petit peu un paravent pour revenir justement sur ces questions d'indépendance et d'aide directe? Je pense que c'est une solution, on le voit bien dans le cas du temps, donc c'est une solution possible.
Après, ce qui me paraît important aussi, c'est que derrière, la problématique de la branche, à mon avis, elle se règle aussi par des échanges entre des partenariats entre les groupes. Une entreprise qui serait totalement seule parce qu'appartenant à une fondation et qui aurait le sentiment de ce fait qu'elle peut trouver les solutions à tous ces problèmes, faire des investissements toute seule, je pense que c'est pas non plus la solution. Je pense que à côté de ça, c'est important et c'est un sujet entre nous tous, le sujet de la collaboration. Quand je dis collaboration, c'est ce qu'on appelle dans un jargon un peu technocratique les synergies, mais partager des investissements. On a tous les mêmes problématiques. Donc ça c'est un sujet qu'il ne faut pas perdre de vue et il ne faut pas penser que tout sera résolu parce qu'il y aura une fondation. Je réagis comme ça sur le sujet de la formation. La question des discussions, des partenariats est aussi, à mon avis, une solution. On l'a déjà dit aussi tout à l'heure. Je pense que le problème, les solutions, elles sont multiples. Il faut, on le fait. Hein. Il faut tous qu'on s'y mette, qu'on discute beaucoup. Serge l'a dit. C'est extrêmement important d'échanger quand il y a des discussions entre un média et un canton. Je pourrais vous donner des exemples où je pense que ça n'a pas été assez fait. Il faut beaucoup discuter entre les institutionnels et les médias et aussi entre les médias. C'est aussi un message. Non, je ne sais pas si vous vouliez réagir. Non. Vous êtes plusieurs à l'avoir évoqué plus ou moins directement, mais il y a aussi évidemment la question de, quand on parle d'une potentielle aide publique, la question de qui reverse ensuite des dividendes. Évidemment, aider un groupe qui derrière, aider un groupe avec des fonds publics qui derrière reverserait de l'argent à des actionnaires, c'est compliqué. Ça, est-ce que c'est quand même quelque chose aussi qui grippe les discussions aujourd'hui ? Je comprends totalement que les pouvoirs publics fixent des règles. Je peux aussi totalement admettre que le non-versement de dividendes soit une condition posée par l'État. Ça, je peux tout à fait le comprendre. Par exemple, c'est une condition qui était imposée par l'État de Fribourg quand il nous a apporté son aide durant la période Covid. C'était également, sauf erreur de ma part, une aide imposée par la Confédération au travers des mesures Covid qui ont été décidées en matière d'urgence. Est-ce que j'ose juste déposer une seconde ma casquette fribourgeoise pour vous parler ici en tant qu'ancien journaliste de la Tribune de Genève ? Bien sûr, dans tout bon film, il y a un méchant, et Tamedia est le méchant tout trouvé du film. Il ne fait rien d'ailleurs pour échapper à ce rôle-là. Mais une question que je me pose, et que je me pose en écoutant le débat genevois, c'est comment on va soutenir une forme de service public ou de service au public à Genève en faisant abstraction de cet acteur qui est quand même là, qu'on le veuille ou non. Alors j'entends des inquiétudes très fortes quant à une possible disparition de la Tribune de Genève, puis d'un autre côté, une forme de tabou à dire « non mais avec Tamedia, c'est clair qu'on ne discute pas ». Et je n'ai pas la solution à vous apporter, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de contradiction dans cette discussion qui se noue à Genève, à laquelle vous allez devoir vous coltiner, quitte à ensuite imposer des règles qui disqualifient d'elles-mêmes Tamedia. Mais je pense qu'on ne peut pas faire abstraction, enfin il faut affronter cette question de fond. Est-ce que la Tribune de Genève joue un rôle de service public à Genève ou pas ? Et le cas échéant, comment on peut venir en aide à un journal qui est propriété de Tamedia ? Je vous souhaite bon courage. Pour être peut-être assez provocateur sur la question des dividendes, d'abord, première remarque, des entreprises, des éditeurs qui aujourd'hui gagnent suffisamment d'argent pour verser des dividendes, à mon avis, il n'y en a plus beaucoup. Donc, est-ce que c'est vraiment un sujet ? C'est une question. La deuxième chose... Pour la Tribune, c'est un sujet. Pour la Tribune, c'est un sujet. Non, je ne suis pas sûr que ce soit un sujet. Je vais rebondir un peu sur ce que dit Serge. C'est que je pense que la Tribune n'est pas du tout en capacité de verser des dividendes à concourir à la capacité de Tamedia à verser des dividendes.
Des chiffres ont été annoncés, je crois, par la CEO de Tamedia qui parlait de 9 millions de pertes. Et je pense que les pertes, elles durent depuis un certain temps. Il suffit de regarder les comptes de Tamedia. Donc je pense que la capacité de Tamedia à faire remonter des dividendes à TX Group, elle est nulle. Ils n'ont pas de capacité financière à faire ça. Donc je fais cette précision. Et puis sur le fond, si vous voulez, soit on décide que la presse devient un service public. Petite incise, vous le savez, la SSR, et n'y voyez pas du tout de la jalousie, une remise en question de quoi que ce soit par rapport à ce que je vais dire sur la SSR. Le niveau de contribution étatique de couverture des charges de la SSR, c'est 70%. Les radios et télévisions privées, c'est 50%. La presse, c'est 5%. Alors, soit on dit, nous aussi, on supprime ou on se dit, on devient des entreprises quasiment un service mission publique, service public, avec interdiction de distribution de dividendes, donc sans investissement privé, parce que l'investissement privé, à un moment donné, il attend quand même une distribution de dividendes. Mais dans ces cas-là, il faut que notre niveau de soutien soit à peu près aligné sur les deux exemples que je vous donnais avant. Vous pensez que budgétairement, qu'aujourd'hui ça passerait, qu'on dise il faut que les médias, la presse et les caractères de service public n'aient pas le droit de distribuer de dividendes, et dans ce cas-là, la contrepartie, il nous faudrait un niveau d'aide équivalent, mettons, à celui des radios, 50%. À mon avis, c'est plus 500 millions qu'il faut investir dans le secteur de la presse, qu'il faut prendre sur le budget de la Confédération. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut regarder ce sujet avec un certain recul et sans tabou. Et moi, je pense que la question des dividendes n'est pas si tabou que ça. Voilà. Non, elle n'est pas tabou, mais moi j'aimerais bien qu'on mette à ce moment-là tous les éléments sur la table. Et depuis le départ, Tamedia a créé 3 entités. Une c'est le journal Tamedia, de Tribune de Genève, entre autres. Et puis l'autre, c'est les Goldbach, les annonces. Or, les petites annonces qui donnaient, c'est pour ça que je cherchais, je ne me souviens plus très bien des chiffres, mais qui composaient entre 20 et 30% du revenu du journal, elles ont été enlevées. Bien sûr, vous enlevez c'est comme les impôts. Hein. Vous baissez les impôts, puis après vous dites qu'il n'y a plus d'argent. Oui, si vous baissez les impôts, il n'y a plus d'argent. Si vous enlevez les ressources, à un moment donné, on risque d'avoir un certain nombre de problèmes. Donc, Goldbach, qui est la structure publicitaire, elle est très rentable. Elle est très rentable. Alors, elle fait autre chose que les petites annonces, j'en conviens. Mais à ce moment-là, il faut mettre ces éléments sur la table. Une fois qu'on met ces éléments sur la table et qu'il y a cette transparence que l'on demande souvent au service public, moi, à ce moment-là, je dis, si effectivement, il n'y a pas de tabou, à ce moment-là, oui, s'il faut payer des dividendes, on paiera des dividendes s'il y a une recette. Ce que je ne voudrais pas, évidemment, c'est que, pour reprendre l'expression, hein, on privatise les bénéfices et puis on collectivise les pertes. Ça, évidemment, là, le pouvoir public vont dire, non, ça ne va pas. Donc, une fois que l'on fait ce genre de choses, encore une fois, pas de tabou, j'ai aucun tabou, mais il faut de la transparence. Il faut effectivement de la transparence. C'est sûr que vous avez tout à fait raison. La question de ce qu'on appelle les prix de transfert, transférer alors pas forcément du chiffre d'affaires, mais des bénéfices, parce que je pense que le chiffre d'affaires, il est bien chez Tamedia, mais en revanche, c'est la commission de régie. Et est-ce que la commission de régie, elle est prise à un taux qui est normal ou qui crée un transfert de valeur vers Goldbach? Donc vous avez raison, c'est une question. Alors, sauf à considérer que cette question, elle est bien traitée par les organes de contrôle des sociétés. Mais vous avez raison. Mais donc c'est pour ça, je pense qu'on peut se rejoindre en disant il n'y a pas de tabou. Maintenant, il faut des règles.
Peut-être je vous propose, vu qu'on discute déjà depuis 45 minutes, d'ouvrir en tout cas une première salve de questions ou de réactions dans la salle. Je ne sais pas, j'imagine qu'il y a des choses qui vous donnent envie de réagir. Juste une question, parce qu'en effet, il faut trouver des sous. À mon avis, il faut prendre n'importe quel sou qui se présente et on verra bien pour la suite. S'il faut aller braquer des banques, on peut le faire aussi. Donc c'est intéressant comme débat, mais je trouve déjà un poilet poussé vu l'urgence, mais pourquoi pas. Mais autre question, parce que moi j'ai l'impression que c'est une discussion quand même hyper incestueuse, parce que là, on n'est que des gens du métier, on va exagérer un peu. Comment on fait pour que l'opinion publique se rende compte du problème? Et je pense que ça fait partie aussi de trouver des solutions, parce que si on doit mobiliser les politiques, l'opinion publique, c'est un gros levier. Donc comment on fait en parallèle de trouver tout le fric qu'on peut, que ce soit public, parapublic, privé, les talibans, tout ce qu'on veut, mais comment est-ce qu'on mobilise l'opinion publique pour que ça devienne un thème de société? Ça, c'est une question. Oui, c'est un apprentissage que nous faisons à Saint-Paul Média, c'est que nous devons apprendre à parler de nous-mêmes et à parler y compris des difficultés que nous avons. Je ne vous cache pas, la Liberté, pendant pas mal d'années, était un peu le réceptacle de tous les bruits de couloir et des informations sur la vie des autres groupes, alors même que le groupe Saint-Paul était très réservé sur ce qu'il disait de lui-même. Et puis, franchement, comme rédacteur en chef, je considérais que ce n'était pas forcément le sujet qui allait intéresser mes lecteurs. Ça intéressait évidemment mes journalistes, les journalistes des autres rédactions. Et puis, on a pris peut-être un peu de distance par rapport à la vie du milieu de la presse roman. En revanche, ce qu'on n'a jamais fait, c'est parler de nous, de ce que ça veut dire d'entretenir un réseau de porteurs maison qui distribue 60% des exemplaires de la Liberté tous les matins. Comment l'aide à la distribution postale a été progressivement siphonnée par le nombre croissant de bénéficiaires, c'est normal, hein, il y a un critère qui est établi, peuvent émarger à cette aide à la distribution postale des journaux les journaux qui ont un tirage inférieur à 40 000 exemplaires. Malheureusement, les tirages diminuent, il y a plus de convives autour de la table, le gâteau reste à 30 millions. En même temps, la Poste augmente ses tarifs, donc finalement, le soutien que nous recevons d'année en année, il diminue. C'est autant de choses que nous devons expliquer aux gens que nous n'avons pas fait. Et puis, on a, nous, lancé une campagne depuis le mois de septembre qui a commencé par une page blanche et avec juste un petit slogan. Quoi de pire qu'une région sans médias? Et on habitue maintenant les gens à différents messages qui ont trait à la vie de notre société. Et puis, on va commencer aussi à parler de nous, à la vie de nos médias. Parce que sinon, ce qui va arriver, c'est qu'on parlera de nous quand il sera trop tard. Ce sera une magnifique oraison funèbre. Et les gens se diront, comme c'était le cas pour l'Hebdo, comme c'était le cas pour la Suisse, mais pourquoi on ne nous a pas dit avant? Alors après, la question qu'il faut avoir le courage de se poser, c'est est-ce que pour autant ça provoquerait une réaction de la part des gens? Parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entre eux, désormais, d'une part, doivent faire des choix économiques, considèrent aussi qu'ils ont suffisamment d'informations gratuites ou prétendument gratuites, comme faire la RTS, à disposition pour ne pas devoir payer en plus un abonnement. Et ça, quand même, de la part des éditeurs, d'avoir lancé dans les années 2000 l'offre gratuite aussi abondante sur le marché roman, je ne suis pas sûr que c'était la décision la plus intelligente stratégiquement qui ait été prise. Mais tu as presque tout dit. Juste rajouter, on voit bien qu'on doit faire un travail, que ce soit au niveau des éditeurs ou au niveau de Médias Suisse, des associations professionnelles. On doit faire ce travail. Quand on doit d'autant plus le faire quand on se remémore ce qui s'est passé le 22 février 2022. Je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avons tous voté pour ce qu'on appelle le Median Packet, un paquet d'aide aux médias, et le peuple l'a refusé. Le peuple l'a refusé. Alors pas en Suisse romande, mais globalement, le peuple suisse a refusé ce paquet. Et Dieu sait que pendant ce paquet, on a communiqué. Alors on va pas revenir sur les raisons pour lesquelles il a été refusé, mais on voit bien qu'il y a un déficit de plus en plus important d'image. On voit que la confiance dans les médias s'érode, malgré le travail de plus en plus
que je trouve de plus en plus qualitatif de la part des médias et des journalistes, mais la confiance entre les médias, envers le travail journalistique s'érode. On voit que là aussi, il y a des mouvements sociologiques de remise en question de tout ce qui peut avoir un caractère un peu institutionnel qui se heurte qui se met face à nous. Donc il faut faire ce travail parce qu'on sait que c'est nécessaire par rapport à des prochains combats. On ne sait pas si d'ailleurs, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'extension de l'aide directe à la presse qui est en cours de discussion, si elle ne va pas faire l'objet d'une nouvelle initiative référendaire. Donc il faut qu'on fasse ce travail, même si, comme le disait Serge aussi, on a le sentiment que c'est un message qui parvient difficilement, de plus en plus difficilement aux oreilles de la population. Je me permets de rebondir, puisqu'on reparle du cadre fédéral. Vous avez évoqué aussi la question, parfois le clivage entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Ici, on discute entre romand et romande a priori. Est-ce que ça, c'est aussi une réalité? Est-ce que la réalité des médias est différente? Mais surtout, est-ce que la réalité de la perception de ces médias est différente? Et ça a évidemment un impact important sur ce qui est voté au niveau fédéral. La situation des deux marchés est très différente. Déjà, les tailles de marché ne sont pas les mêmes. Les acteurs ne sont pas les mêmes. Il y a des acteurs plurimédias, beaucoup plus d'acteurs plurimédias en Suisse alémanique, avec de ce fait une réaction des positions par rapport aux questions des aides en général. Je ne vais pas les qualifier de directes ou indirectes, qui est différente avec un peu plus de recul. Alors il y a, comme je l'ai dit, il y a aussi une attitude de la population qui est différente, je pense, en partie du fait de ce que je viens de décrire. Cela étant, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nos confrères suisses alémaniques sont très favorables et soutiennent et travaillent d'arrache-pied à ce que l'extension de l'aide indirecte à la distribution voit le jour. Dernier commentaire, je ne peux pas m'empêcher, pour vous donner un peu d'eau à votre moulin. Cette extension de l'aide à la distribution qui est en cours de discussion, l'initiative, elle est romande. Pas parce que je pense que les Suisses alémaniques ne voulaient pas, mais ils étaient peut-être ils voulaient moins que nous, ou peut-être qu'ils avaient un sentiment qu'on n'y arriverait pas, voilà. Alors que nous, on a considéré qu'ils ne tentent rien à rien, qu'il fallait essayer. Je rends la parole à la salle, pardon, je l'ai de nouveau reprise. Par rapport au défaitisme fédéral qui semble de mise, je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que la même année que le paquet de médias a été refusé par le peuple, comme vous dites, en 2022, 6 mois plus tard, ou même pas autant, 4 mois plus tard, la loi Netflix a passé devant le même peuple. Or, on n'est pas plus grand que les médias, les gens du cinéma, on est même plus petits. Donc il y a un problème là. Qu'est-ce qui s'est passé en 4 mois? Est-ce que le peuple a changé? Non, évidemment. C'est la manière de lancer l'opération qui est très différente. Et je ne veux pas m'étendre là-dessus, je voudrais juste dire, la première condition de tout ce qui est évoqué très justement sur scène, à mon avis, c'est l'unité du monde médiatique. Nous, on avait l'unité cinéma, audiovisuel, on a réussi à faire l'impossible. Et tant qu'il n'y a pas cette unité, je ne pense pas qu'on y arrive. Alors si une partie des médias ou des soutiens aux médias, dès le départ, disent on n'aidera pas TX Group à engranger des dividendes, c'est foutu d'avance. Simplement foutu d'avance. J'y crois pas. Il faut prendre les choses par un autre bout. Il faut se dire, qu'est-ce qu'on doit aider? On doit aider le journalisme de qualité. Qui aide le journalisme? Les éditeurs. Sans éditeurs, il n'y a pas de journalisme. Il faut donc que l'aide de la collectivité aide à des éditeurs pour autant qu'ils publient du contenu journalistique. Et on ne s'occupe pas de savoir qui fait ça. On demande simplement des conditions de production. Produisez-vous, oui ou non, un journal qui s'appelle Tribune de Genève ou je ne sais quoi, qui produit du contenu local par des journalistes locaux. Posez la question plus loin. Qu'allez-vous faire en cas où, si jamais vous avez des...
la réponse a déjà été donnée. Il n'y aura probablement pas de dividendes d'origine romande. Il n'y a que des déficits en Suisse romande. Le temps. Tout le monde fait des déficits. Enfin, je ne veux pas juger. Donc, il y a peu de risques que ça se produise, les dividendes. Et on ne va pas se mettre ce couteau dans la gorge au moment de parler. Parce que c'est ça que la gauche ou que la droite, parce que j'entends ça de tous côtés, on se croit malin de dire on ne va pas se laisser avoir par le TX Group parce qu'il a fait disparaître la publicité de ses comptes. Eh bien, la publicité Goldbach, je sais qu'elle va très très mal en Suisse romande. Hein, c'est juste anecdotique. Mais même par principe, on ne peut pas refaire l'histoire. Si on veut, au moment de sauver la presse, les médias, en même temps, donner des fessées à tous ceux qui nous ont amenés à ce stade-là, je pense qu'on va perdre notre énergie. Mais bon, vous avez totalement raison. On a eu très longtemps un problème d'unité. Ce problème d'unité, je ne dirais pas qu'il est totalement réglé, mais on a vu notamment, j'y reviens, lors du Median Packet, que si ce Median Packet a été construit, alors il a échoué devant le peuple, mais s'il a été construit, c'est qu'il y a eu une unité de l'ensemble des médias, et notamment des médias suisses-allemands par rapport aux positions des médias suisses romans. Le problème d'unité, il venait effectivement du fait qu'en Suisse alémanique, il y a des grands groupes qui ont des intérêts multiples, notamment par rapport à des positions dans les radios, les télévisions. Mais in fine, l'unité, elle s'est construite. Première chose. Deuxième chose, vous parlez, et vous avez tout à fait raison, d'aider davantage les contenus. Ça, vous le savez, c'est justement les discussions qui sont en train d'être lancées au niveau de la COFEM. Il y a aussi eu un rapport parlementaire d'une parlementaire qui s'appelle Katia Christ pour une réflexion sur une aide neutre par rapport aux canaux de diffusion. Mais ça verra, si ça va jusqu'au bout, je dis bien si ça va jusqu'au bout, ça verra le jour dans 10 ans. C'est pour ça que je reviens toujours par pragmatisme à ce qu'on doit faire passer là dans les prochaines semaines sur l'aide indirecte à la presse. Et là, encore une fois, les médias sont unis pour atteindre cet objectif. Je partage en partie, mais il y a un élément qui me semble il est assez difficile de le saisir, qui fait la différence entre les deux. C'est que sur la question de Netflix, c'est la question nationale. C'est de dire, face à une invasion de produits étrangers, il faut que nous soutenions la production nationale, locale. Et cet élément-là, alors, c'est pas l'élément essentiel, mais explique aussi une partie de la différence dans les appuis, dans les soutiens et dans le vote final. Oui, bon, Netflix, en plus, c'était de l'argent qu'on prenait à Netflix, alors que le paquet d'aide aux médias, ça fait toujours moins mal. C'était de l'argent qu'on prenait à la Confédération. Il y a un sujet où... Oui. Il y a un sujet sur lequel on va avoir besoin aussi d'unité, c'est le sujet des droits voisins. Et là, quand je dis l'unité, c'est l'unité de l'ensemble des médias, et des médias à la fois digitaux, purement digitaux, des pure players, et des médias, entre guillemets, traditionnels. Unité qui, aujourd'hui, n'est pas encore certaine. Donc là aussi, vous voyez, problème de l'unité, et d'arriver à bien se comprendre, et bien comprendre que les GAFAM ou les GABAM s'enrichissent bien sur notre dos, et que ça soit des médias, qu'on soit des médias, des pure players ou des médias traditionnels. Il y a quelques jours à peine, un journaliste très respecté, je pense que tout le monde dans la salle le respecte beaucoup, a dit d'un média de qualité, ce n'est pas du journalisme, c'est une savonnette. Elle est lisse, c'est lisse comme une savonnette. Est-ce que quelqu'un dans la salle arrive à deviner qui est ce journaliste respecté et quel est le média de qualité visé? C'est Étienne Dumont qui parlait du temps. Et par amitié pour Philippe Bach, je ne vais pas ajouter ce que Étienne Dumont a dit du courrier. Alors, pour dire que peut-être, et c'est aussi pour ça que j'ai bondi, mais contre mon gré, sur ma chaise quand le débat a commencé par
un cliché de 5 mots qui me semble être un cliché à la fois inepte et abject. Les journalistes de qualité ne savent pas parler autrement que par cliché. Ce n'est qu'un alignement. Je le prends pas personnellement, hein, tout va bien. Ça serait comment ? Je le prends pas personnellement, tout va bien. Bon, mais par contre, pour me dédouaner, je vais dire que bien que je sois totalement opposé à toute forme d'aide directe ou indirecte aux médias, y compris aux journalistes indépendants, je ne crois pas du tout que l'argent donné limite la liberté politique d'un média. Comme la plupart des gens dans la salle qui me connaissent trouvent que je parle toujours trop et que j'ai déjà trop parlé, je ne vais pas aligner mes arguments. Mais si vous voulez avoir des vrais arguments, pourquoi les aides, même directes, ne menacent pas l'indépendance politique des médias, je peux vous les envoyer par écrit, parce qu'à mon avis, les arguments que vous avez avancés ici et tout à l'heure sont de mauvaise foi. Mais je crois que c'est faux. Les mécènes rendent les médias lisses, ils leur donnent de la qualité, mais ils ne les orientent pas politiquement, et je pourrais donner de nombreux exemples. Donc allez-y pour des aides directes, mais sans ma bénédiction. Il ne me semble pas que c'était fondamentalement en contradiction avec ce que vous avez dit auparavant, mais est-ce que quelqu'un d'autre ? J'ai une petite question, enfin une remarque, Rocco Zacchio de la Tribune de Genève. Il y a un scénario, une petite musique qui circule dans le milieu des journalistes à Genève, hein, un scénario qui n'a pas été évoqué ce soir, qui contournerait un petit peu cette contradiction que pose la présence de grands groupes quand on parle d'aide directe et indirecte, et à cette contradiction insoluble. Est-ce que cet argent ne finit pas directement ou indirectement dans la poche des actionnaires ? Et comment contourner cette contradiction ? Il se trouve que, année après année, et plan de restructuration après plan de restructuration, il se trouve que le paysage médiatique genevois est constellé et peuplé d'anciens journalistes qui ont des idées, qui cogitent dans leur coin, et qui commencent à se dire, est-ce que le temps ne serait pas venu de s'émanciper de mécaniques, de structures, d'engrenages qui sont de notre temps, on va dire, de notre temps, et qui posent problème aujourd'hui face au contexte économique, face à la crise de la presse, etc. Et ces gens, et je peux vous assurer qu'il y en a pas 2, pas 3, mais probablement des dizaines, commencent à se dire, unissons nos forces et lançons un média d'un autre type, sur des supports qui pourraient être uniquement digitaux, et commence à se dire qu'il faut susciter peut-être une aide directe ou indirecte à la création de médias. C'est une thématique qui peut-être pose un peu un problème parce qu'on est dans une soirée organisée par un média traditionnel, mais quand même, il y a passablement de journalistes et anciens journalistes qui commencent à se dire cette voie est parcourable et on peut la parcourir. On peut entrer dans ce schéma-là, cogitons, mettons des idées ensemble, faisons du brainstorming, allons voir des décideurs, allons à la chasse au fond et faisons aussi des cahiers des charges, établissons les missions qui devraient être les nôtres pour garder ce contact avec un territoire qui est en train de perdre le relais au niveau de l'information. C'est une thématique importante et qui, je vous assure, est très, très présente dans les cercles des journalistes genevois, attachés ou détachés de rédaction traditionnelle. Voilà, j'aimerais vous entendre sur cette question et sur l'aide. C'est dommage parce qu'au niveau politique, ici, la représentation est extrêmement réduite sur l'aide qu'on pourrait imaginer mettre en place par rapport à cette voie, qui est une voie très présente. J'insiste là-dessus. Merci. Alors, ce n'est pas totalement un angle mort de la politique fédérale, puisque en parallèle de la discussion sur l'extension de mécanismes qui sont liés à des journaux physiques, il y a aussi des réflexions, c'est l'initiative parlementaire lancée par la fribourgeoise Isabelle Chassot, pour finalement venir de manière indirecte en soutien également à des médias purement numériques. Donc l'idée n'est pas de restreindre aux médias établis des mécanismes d'aide, mais d'élargir également la réflexion. Évidemment, j'encourage toutes les initiatives. Je porte juste un contrepoint. En Suisse alémanique, il y a un exemple qui est très souvent cité comme un média de qualité. C'est République.
La Suisse alémanique est un marché de 7 millions de personnes, si je ne m'abuse. République, c'est 26 000 abonnés. 26 000 abonnés. Il est évident qu'une opération comme celle-ci, enfin, engager des journalistes de qualité, des gens qui ne se retrouvent plus dans les médias existants, ça a un prix. Hein. Bon, pour la tête pourrait en témoigner. Hein. Il y a des expériences qui ont été tentées également en Suisse romande, qui sont toujours vivantes. Mais disons, il faut bien mesurer à l'échelle alémanique ce que aussi des déçus de ce qui existait sur le marché de la presse ont voulu lancer. Ça dure depuis plusieurs années, ça n'a pas encore atteint l'équilibre financier, mais ça rend, disons, ça montre l'ampleur du défi que je vous encourage évidemment à relever. Moi, comme éditeur des principaux médias fribourgeois, je n'ai pas la prétention que nous sommes les seuls ou que nous pouvons répondre à tous les besoins. Hein. Simplement pour dire qu'à côté des médias établis, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'air. J'ai plutôt l'impression maintenant que notre force de pénétration vient à diminuer et que la place pour l'établissement de plus petits acteurs, elle tend à se restreindre, ou alors à ce moment-là, il faut viser un périmètre un peu plus grand que l'échelle des cantons. Et c'est une des questions, moi, que me pose Jessica Peppel-Schulz, la CEO de Tamedia. Je suis le représentant d'une presse inscrite dans des frontières d'un canton. Et je pense aussi que dans certains cantons, c'est le cas de Fribourg, mais je pourrais citer le Jura et le Valais, il y a encore aujourd'hui un sentiment identitaire qui fait que les gens s'identifient à leur journal. Jessica Peppel-Schulz, qui arrive d'Allemagne, nous dit « Vous rigolez ou bien ? La Suisse romande, c'est un quartier de Hambourg. » Et donc, à l'heure où les médias imprimés n'ont pas un grand avenir devant eux, comme faire les mesures de restructuration sur le parc de rotative, l'avenir est numérique, et est-ce que le marché genevois, respectivement, est-ce que le marché roman est suffisamment grand pour pouvoir soutenir un média numérique ? Il est là l'enjeu. Moi, j'ai l'impression qu'elle a tort. Mais je ne vous cache pas que je suis remise en question dans cette vision que j'ai d'éditeurs encore accrochés à des frontières cantonales, et on doit au moins se confronter à cela. Tamedia est en train de passer les frontières, et ça va un peu dans le sens de ce que disait M. Gonzette. Au bout d'un moment, est-ce que les frontières cantonales sont la bonne dimension pour répondre aux défis qui nous sont lancés ? Moi, je suis convaincu que c'est d'abord à l'échelle fédérale, mais est-ce que vraiment, à l'horizon des 10 prochaines années, c'est encore des médias cantonaux qui auront une viabilité ? Eh ben, je pense que ce qui se passe à Tamedia nous interroge par rapport à ça. Et ça nous interroge aussi. On a Tamedia qui passe à l'échelle romande. On a le temps qui devient de plus en plus lémanique. On a la RTS. Et vous savez, ce pays, c'est un agrégat de 26 cantons qui ne regarde pas le pays de la même manière. J'ai été chef de la rubrique suisse conjointe 24 heures Tribune de Genève. Je vous promets qu'entre Lausanne et Genève, on ne regarde pas la Suisse de la même manière. Hein. Quand je venais en séance de rédaction à la Tribune de Genève, les gens parlaient de ce qu'ils avaient entendu sur France Info. Pas de la RTS. On ne regarde pas la Suisse de la même manière, suivi qu'on habite Fribourg, Lausanne ou Genève. Et moi, la question que je me pose par rapport à la RTS, par rapport à ces regroupements, à cet élargissement du périmètre, c'est de me dire que va-t-il advenir du fédéralisme suisse, de la manière de raconter ce pays, si celui-ci, à l'avenir, il est raconté depuis Lausanne, désolé pour vous, et depuis Zurich. Et c'est là, et c'est urgent, que les autorités d'un canton comme Genève, si Genève veut encore qu'une partie du narratif sur la Suisse soit écrit avec un accent genevois, c'est maintenant que ça se joue. Je peux que confirmer à la fois en tant que au niveau de l'association, mais aussi en tant qu'ancien éditeur. Hein, ce qui fait la force de nos médias, c'est l'ancrage local. Et on voit les médias qui résistent les mieux, ce sont les médias locaux, et résistent le mieux à la fois sur le marché lecteur et sur le marché annonceur. Ça, on est de la même école. On n'a pas tout à fait la même école, mais on est de la même école. Et ça, à mon avis, c'est essentiel. Donc, après, je ne me permettrai pas de porter des jugements sur la stratégie de Tamedia, et notamment par rapport à 24 heures. La problématique, le point de départ est différent.
je souhaite pour eux naturellement qu'ils réussissent, mais vous avez compris que on n'est pas tout à fait, et je ne suis pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Non, pas mieux. Moi, j'ai juste un exemple, parce que mes autres origines, je viens d'une région, de la Galice, où il y a 2 millions d'habitants. Il y a 2 grands journaux, et qui connaissent un lectorat incroyable, parce que, effectivement, c'est des contextes politiques un peu différents, bien sûr, mais parce que cet ancrage local, mais aussi par des aides directes. Il faut bien reconnaître que le gouvernement régional, malgré qu'il soit très conservateur, eh bien, donne des aides directes à la presse. Et cette presse, localement, c'est-à-dire, enfin, en tout cas au Galice, effectivement, elle se porte même très bien. Bienvenue à Serge à Genève. Il était journaliste à la Tribune, mais peu à Genève, en fait. Mais je suis ravi de voir que l'analyse qu'il fait aujourd'hui, Pierre Rutschid, ancien de la Tribune de Genève, je suis très content de voir cette analyse et qui met le point et l'accent sur la dimension, l'importance de la dimension locale de la presse. Et tout à l'heure, vous parliez de l'aide directe. Est-ce qu'on peut apporter une aide directe ou non à un groupe de presse basé à Zurich et qui, au niveau global, engrange des bénéfices? Réponse oui, parce que son entreprise locale, sa société locale fait des pertes, notamment, enfin en particulier en Suisse romande. Oui, la vraie question aujourd'hui, c'est que lorsque TA Media est arrivé en Suisse romande et a racheté Edipresse, donc tous les titres qui vont avec, le matin, dimanche, 24 heures, Tribune de Genève, ce n'était pas un projet éditorial, c'était un projet économique. Il s'agissait de pouvoir s'appuyer sur le marché d'annonceurs national. Et c'était réellement ça. D'ailleurs, c'était clairement dit et envisagé tel quel. Aujourd'hui, ce qu'on constate, et ce que vous dites aujourd'hui et qui est parfaitement juste, la qualité, la force d'une presse, c'est son implantation régionale, locale. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le discours de Serge qui nous explique comment fait la liberté pour exister dans son canton. La liberté à ses actionnaires qui sont dans le canton, qui défendent un journal et un média qui se trouvent dans le canton, et il touche ou pas des dividendes, mais il fait partie, c'est un acteur cantonal et ses actionnaires aussi, et il participe au bon fonctionnement de la démocratie du canton de Fribourg. Par chance, le groupe Saint-Paul n'a pas 36 000 autres activités ailleurs et peut donc se concentrer sur ses activités à Fribourg. Dans le cas, je reviens sur la Tribune de Genève, la Tribune de Genève, on n'est pas du tout dans le même type d'activité, au fond, pour le groupe. Le groupe est basé à Zurich. Aujourd'hui déjà, soyons clairs, la Tribune de Genève, c'est une rubrique locale d'un ensemble de titres qui fournissent le reste du contenu. Et l'implantation de l'éditeur en Suisse romande et à Genève en particulier, elle est nulle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour un journal, enfin ce qui reste de ce média à Genève, sa capacité, avec les moyens dont il dispose aujourd'hui et l'intérêt qu'il a de la part de son éditeur, qui, je le rappelle, a dit qu'il y a 4 médias principaux de son groupe en Suisse, et la Tribune de Genève, Genève, deuxième ville du pays, 17 organisations internationales, centre de l'horlogerie suisse, centre de la banque privée. Genève est devenue une espèce de sous-produit de 24 heures. Ça pose un petit problème d'engagement et d'investissement du groupe sur son propre territoire. Et ce qui me fait penser que la question avancée par Rocco Zaccheo a effectivement son importance aujourd'hui. Qui soutient-on? Est-ce qu'il faut soutenir encore un éditeur qui clairement n'a plus de projet éditorial, s'il en avait un peut-être, mais aujourd'hui il n'a pas de projet éditorial à Genève. Je peux vous assurer qu'avec les mesures qui viennent d'être prises, avec les innombrables départs volontaires qui sont produits à la Tribune de Genève, le titre papier, mais le titre sous sa forme Internet, le nombre de lecteurs va diminuer encore. Et ça peut se produire assez rapidement, et la prochaine charrette et les prochaines coupes vont forcément apparaître dans une année, 2, dans le meilleur des cas. Aujourd'hui, la question, c'est effectivement, on peut soutenir TA Media, faire de l'aide directe. Est-ce que ça en vaut la peine? Franchement, on peut en douter. Ensuite, on peut soutenir
de nouvelles initiatives et de nouveaux projets qui peuvent émerger à Genève. Il y a des petits titres à Genève, notamment en ligne, qui existent, qui sont en train de se repenser un peu, je ne donnerai pas de nom aujourd'hui, mais qui peuvent faire un excellent travail avec un soutien de ceux qui le financeront. Mais aujourd'hui, Théa Média, à Genève, a clairement déclaré publiquement: ça ne fait pas partie de nos priorités. Donc, ils ne vont plus investir. Et il y a des questions très concrètes qui vont se poser. À quelle heure va boucler la tribune de Genève? Dans le meilleur des cas, 21h. Qu'est-ce qu'il y aura dans la tribune de Genève? Il n'y aura plus. Il n'y a déjà plus de culture, on l'a dit tout à l'heure. Il n'y a plus de rubrique culturelle à Genève. De 12, ils ont passé à 2. L'un fait du cinéma et l'autre de la gastronomie. Donc, pour la culture, c'est râpé. Bon. Ensuite, la tribune de Genève n'est plus capable de fournir de l'information correcte et complète à ses lecteurs. Donc aujourd'hui, il s'agit de voir s'il ne faut pas essayer de soutenir l'émergence de nouveaux médias. Et en plus, j'ajouterais que l'éditeur de la tribune de Genève n'a pas envie d'être aidé. Il n'a pas envie d'être aidé, il a envie de poursuivre comme ça, parce qu'il veut essayer de continuer d'essayer de retirer ce qu'il peut encore. S'il ne retirait rien du tout, il aurait déjà abandonné le titre, soyons clairs. Mais ça s'inscrit dans une escarcelle globale de titres qu'il a. Si la tribune de Genève était juste, plombait complètement son bilan et ne servait à plus rien dans l'ensemble de ses activités, excusez-moi, le Théa Média, qui a toujours dit « nous sommes là pour faire du rendement » et qui a fixé longtemps 15% de rendement à ses titres, eh bien aujourd'hui, il abandonnerait ce titre. Donc ce n'est pas pour la beauté du geste et pour son amour de Genève qu'il continue. C'est pour d'autres raisons, soyons clairs. Mais aujourd'hui, la question c'est qui soutenons-nous? Et si on fait de l'aide, je pense qu'il faut essayer de profiler et de développer une aide qui serve vraiment à l'émergence de nouveaux médias. Et c'est d'autant plus important que la Tribune de Genève, en tant que média, est en train de s'affaiblir rapidement, qu'elle va s'affaiblir de plus en plus rapidement, et que, comme tu le disais, je crois, Serge, tout à l'heure, c'est maintenant que ça se joue. Ce n'est pas dans 5 ans. Dans 5 ans ou 10 ans à Genève, le marché aura été conquis par les influenceurs, les théophones qui font l'interview de Trump et bien d'autres, les Call Me Daddy qui font l'interview de Kamala Harris et qui, en termes d'information, n'apportent rien. Or, Genève est un formidable centre d'information où il y a énormément de choses à faire et je suis certain qu'on peut créer un média passionnant, intéressant aujourd'hui à Genève, mais il faut qu'il y ait des investisseurs à la base. Je ne suis pas sûr que la ville de Genève soit le meilleur investisseur, que le canton soit le meilleur investisseur. Je pense en revanche que dans ce canton, avec sa richesse, rappelons que Genève est le 3e plus grand contributeur à la répartition fiscale intercantonale. Donc on est un canton clairement très riche, avec des entreprises très riches, qu'on ne trouve pas les moyens de créer un média à Genève, 2e ville de Suisse. Moi, j'en suis ébahi tous les matins quand je me lève, quoi. Et je pense que... Alors, les banquiers ont fait l'expérience du Journal de Genève. Ils ont été un peu déçus, ils ont ensuite investi dans le temps, ils en sont sortis, etc. Je pense qu'il faudrait que certains, et pas pour en faire un journal de banquier, mais que certains se reposent la question de l'utilité d'un journal local cantonal. Cette utilité, on verra laquelle est vraiment sa dimension lorsqu'un journal comme la Tribune de Genève aura disparu. Parce que les gens aujourd'hui qui vous disent « mais moi je m'informe sur Internet, sur Facebook, etc., sur TikTok », mais au fond, le peu d'informations qu'ils glanent de cette manière-là, ce sont des bribes de contenus qui ont été piqués dans les médias traditionnels, qui font encore leur boulot d'enquête, qui vont encore au Grand Conseil, parce que l'influenceur, il ne va pas aller au Grand Conseil, qui vont encore au Grand Conseil et qui sortent des affaires. Et c'est cette information-là qui circule sur les réseaux et qui finit par être considérée comme une information qui provient de Facebook. Mais quand la source originelle de l'information se sera tarie, il n'y aura plus grand-chose à se mettre sous la dent des réseaux. Et nos politiques auront la liberté totale de faire un peu comme ils veulent, de ne plus aller chercher l'argent pour leur région avec la ténacité qu'il faudrait avoir, et puis de se laisser aller à quelques légèretés peut-être dans la gestion de l'argent public. Chose qui se produit aux États-Unis aujourd'hui dans ce qu'on appelle les news deserts, où effectivement les impôts ont augmenté dans ces régions complètes des États-Unis, où il n'y a plus de médias du tout.
les impôts ont fini par augmenter parce que les politiques ne sont plus sous contrôle, parce qu'il y a un rôle de chien de garde des médias. Eh bien, quand il n'y aura plus de chien de garde à Genève, à part le courrier, bien entendu, cher Philippe Bach, je viens de le dire, le courrier avec sa formidable force de frappe quotidienne qu'on lui connaît bien, voilà, eh bien, le peuple, c'est là qu'on mesurera vraiment la réalité du déficit démocratique que peut créer la disparition ou le dilatement progressif d'un journal cantonal qui avait sa place à Genève et qui occupait le terrain. Autrefois, ils étaient 2, ils furent 3. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'un tiers à peu près, plus un outsider. Ça ne va pas suffire à ce qu'on fasse du journalisme à Genève, surtout qu'on a une classe politique en plus qui est particulièrement agitée et parfois un peu confuse. Et il faut l'aider un peu, cette classe politique. Voilà. Il faut défendre aussi un contenu, c'est sûr. Si on veut, le fric, il ne va pas descendre du ciel. Et puis les lecteurs, ils sont convaincus parce qu'ils lisent, parce qu'on leur propose comme des analyses. Justement, ancré dans le local, je trouve ça hyper intéressant, c'est évident. Mais il faut avoir quelque chose à dire dans le local. Hein, il ne faut pas faire la rubrique des chiens écrasés et des accidents dans les rues, quoi. Il y a autre chose à dire dans notre canton. Donc ça, Genève est riche en beaucoup de choses qui s'y passent, mais il faut savoir de quoi on va parler. Hein, c'est bien évidemment important. Et pas seulement parler d'argent, il faut parler de contenu. Qu'est-ce qu'on va soutenir? Il y a des journaux qu'on peut soutenir et d'autres pas. Moi, je pense qu'il y a des journaux numériques, les nouveaux médias, ils ne sont pas forcément bons. Il faut savoir ce qu'ils vont proposer de nouveau. C'est pas parce qu'ils sont digitaux que tout à coup, ils vont être bons. Je suis désolée. Petite expérience d'un ancien rédacteur en chef passé de l'autre côté du miroir. La qualité des contenus, leur caractère étoffé ou pas, dépend directement des moyens qu'on réussit à dégager. Et qu'on le veuille ou non, au final, ce sont des chiffres. Combien de journalistes puis-je encore salariés l'année prochaine? C'est ça les enjeux, budget après budget. Et puis, malheureusement, certains journaux ont été authentiquement essorés et n'ont plus les moyens. Alors, vous leur en faites le reproche, mais visiblement, la politique industrielle, économique de certaines entreprises fait que certaines rédactions ont été authentiquement essorées et n'ont plus les moyens de tenir après l'ambition qu'elles avaient à une certaine époque. Pour répondre juste à Pierre, moi je suis alors tout à fait... Le marché est libre et il faudrait pouvoir soutenir effectivement des initiatives, ne pas se contenter de soutenir les médias établis. Hein, je pense que ça c'est vraiment très très important. Encouragement au lancement. Et puis après, par rapport à la tribune, parfois, au début de ton intervention, j'avais l'impression que tu en faisais déjà le deuil, à la fin que tu appelais malgré toi une mobilisation. Est-ce qu'on est prêt à laisser mourir la tribune de Genève si on en est là? C'est quand même le point de départ de cette soirée. C'est aux autorités genevoises et puis aux lecteurs genevois aussi d'en décider. On ne peut pas répondre à cette question à la place de Tamedia. On ne peut pas répondre à cette question à la place de Tamedia. Hein. Ça revient à ce que vous disiez. Hein. Je voulais juste déjà vous encourager à traîner un peu plus souvent sur TikTok toutes les personnes présentes ici, parce qu'il se trouve qu'il y a du contenu très qualitatif sur ce réseau social-là. Et contrairement à il y a quelques dizaines d'années, ou même quelques années, on se demande toujours comment toucher ce fameux jeune qui a l'air tellement inaccessible pour toutes les rédactions. Et il se trouve que là maintenant, on a des plateformes qui nous donnent un accès direct. Et il faut juste réfléchir à comment leur proposer du contenu de manière intelligente. Mais ce n'était pas ce que je voulais dire à la base. En fait, mais c'est en lien. Il y a un sujet qu'on n'a pas du tout abordé et qui est, je pense, donc je m'exprime aussi au nom d'Impressum parce que je préside la section genevoise, l'association genevoise des journalistes. Et il y a une question qui est très centrale dans toute la question des aides directes ou indirectes, c'est la question du statut du journaliste. Parce qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent aussi pour dire qu'au lieu de soutenir des éditeurs ou des entreprises de presse, on devrait plutôt soutenir le journalisme et les journalistes. Et on se heurte souvent à cette question qui, pour Impressum, est très importante. En fait, on n'a pas de défense du statut de journaliste. On ne sait pas ce que ça veut dire journaliste. N'importe qui est a priori aussi des créateurs de contenu, influenceurs qui certes sont pas tous intéressants ni tous journalistes, mais il y en a aussi. Et en fait, on est dans une espèce, et on a de plus en plus aussi de communicants qui sont un peu dans un truc un peu flou. Et tant qu'on n'a pas un statut du métier de journaliste qui soit aussi bien défendu que d'autres métiers comme avocat ou médecin ou je ne sais quoi,
on va se heurter à ce problème-là. On a quand même en Suisse romande une convention collective, ce qui n'existe pas en Suisse alémanique. Justement, oui. Mais bon, elle existe, elle a le mérite d'exister. Alors peut-être que vous la considérez pas comme parfaite, mais elle existe et elle est suivie par la plupart des médias suisses romands. Oui, parce que alors, c'est la particularité du marché suisse, c'est qu'en fait, il y a une association d'éditeurs alémaniques, une association d'éditeurs romans, puis une autre au Tessin, et puis que la question des conventions collectives, elle se règle à l'échelle régionale. Juste un petit mot, pour vous dire quand même que dans les droits voisins, le dispositif prévoit un intéressement des journalistes. Si les GAMAM finissent par passer à la caisse à la fin du processus législatif, les journalistes seront directement intéressés aussi et recevront une partie de ce que les GAMAM verseraient. Petit aussi témoignage des journalistes, d'un ancien journaliste. Je ne vous cache pas que la reconnaissance de mon statut de journaliste parce que je payais ou que j'aurais dû payer ma cotisation à Impressum m'a fondamentalement toujours un peu dérangé. Ma pratique quotidienne faisait de moi un journaliste, pas mon affiliation à Impressum. D'abord, je n'ai aucun tabou sur le fait de savoir si c'est la Tribune ou quelque autre journal qui doit exister. Pour moi, l'important, c'est qu'il y ait une couverture médiatique de qualité à Genève, et c'est ça qui est important pour le bon fonctionnement de la démocratie. Puis deuxièmement, je pense qu'effectivement, il y a des choses certainement très intéressantes sur TikTok et sur Facebook que je suis aussi, sur lequel je suis, sur X, etc. Tout le monde s'en désengage. Mais je dois constater qu'aujourd'hui, je n'ai pas vu une enquête clairement qui sort dans ces médias-là, sur ces réseaux-là, et qui sortent des informations qui comptent pour la vie publique, que ce soit à Genève ou Lausanne. Bon, mais je me rends compte qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'utilisation. En fait, ça m'a fait réagir. Je ne sais plus qui critiquait la Tribune, mais en fait, ma pratique, c'est d'être abonné au papier courrier, que je lis 2 semaines en retard, et puis de regarder tous les jours la Tribune. J'ai l'abonnement. Mes filles, par exemple, elles vont aller chercher de l'information, elles ont 16 et 18 ans sur Internet, qu'elles ne payent jamais. Donc c'est très difficile pour elles de comprendre que tout ça n'est pas gratuit. Donc je dis n'importe quoi, je suis un peu fatiguée, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une idée de taxe Tobin ? Enfin, à un moment donné, cette information qui circule, parce que les gens ne sont pas abonnés à la Tribune, et la critique, mais tout le monde lit la Tribune à Genève. Où tout le monde demande « Ah, mais je peux voir l'article ». Enfin, je veux dire, c'est extrêmement lu et vu, c'est vrai, mais je pense que ce n'est pas monétarisé. Est-ce qu'il n'y a pas, je ne sais pas comment, un moyen de taxer sur les transactions, non pas boursières, mais effectivement des GAFAM, quelque chose qui reviendrait après aux créateurs de contenu ? Ça revient aux droits voisins. Je lance ça. Est-ce que c'est la réponse ? On a peu parlé d'utilisation, comment les gens maintenant ont accès et regardent. Je pense, en se donnant les codes, on en a parlé tout à l'heure, les gens se refilent les codes d'accès aux médias. Je suis désolée. Ça, on a abordé ce sujet tout à l'heure. Vous avez tout à fait raison. C'est un vrai problème. À mon avis, c'est un problème d'éditeurs. C'est la mise en place de règles d'autorisation d'accès pour éviter le partage des identifiants et des mots de passe. Et ça, je pense que c'est un sujet chez beaucoup d'éditeurs. Et là aussi, je vais un peu faire la même remarque que celle de Serge. On voit les difficultés des éditeurs à avancer rapidement sur ces sujets du fait du manque de moyens. Je crois qu'on arrive au terme de cette discussion. Je vous remercie d'avoir pris le temps de passer cette soirée ou une partie de cette soirée avec nous et puis d'empoigner ensemble cette réalité qui nous concerne toutes et tous d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il y a encore moyen d'avoir quelques discussions informelles avec l'une ou l'autre des personnes présentes si vous le souhaitez. Et je vous souhaite en tout cas à tous une excellente soirée et j'espère à bientôt pour poursuivre ces discussions.